Bonjour les amis. Aujourd'hui, nous allons parler de la ville d'Oriana en Afrique du Sud. C'est quoi Oriana? J'ai fait une vidéo la semaine dernière dans laquelle je m'entretenais avec Jost Stridon, le porte-parole de cette ville, qui est située en Afrique du Sud. Alors, c'est très intéressant car c'est une ville ici que vous voyez délimitée par le polygone rouge. On va dire que c'est une ville quasiment autonome au sein de l'Afrique du Sud, hein. L'Afrique du Sud, je vais vous montrer un petit peu la superficie. Donc c'est une ville qui est vraiment isolée dans une région semi-désertique, et ça a son importance. Voilà l'Afrique du Sud. Euh, c'est une ville isolée dans laquelle des individus d'origine afrikaners ont décidé de vivre ensemble dans cette ville isolée. Alors, comme le disait bien Jost, euh, les Afrikaners, donc les descendants des premiers arrivés en Afrique du Sud, les Néerlandais, les Hollandais, puis des Allemands, et ensuite pas mal de Français huguenots qui sont partis lorsqu'il y a eu les dragonnades en France, après la fin, enfin, l'annulation de l'édit de Nantes qui avait proclamé la paix entre protestants et catholiques après les guerres de religion et la fameuse nuit de la Saint-Barthélemy, euh, où on avait massacré des deux côtés, hein, joyeusement, embauché des enfants pour les faire rôtir, et j'en passe et des meilleurs. Donc, quand les Huguenots sont arrivés en Afrique du Sud, ils ont été accueillis par leurs frères de religion protestants, Afrikaners ou Boers, comme vous préférez. Et bon, je ne vais pas vous faire l'histoire de l'Afrique du Sud. Là, vous allez lire les livres de Bernard Lugan. Mais brièvement, ce qu'il faut comprendre, comme cette vidéo très intéressante où je m'entretiens avec Just est en anglais, euh, je vais un peu, pas la traduire ici, mais faire un petit résumé pour vous. Donc les premiers arrivés en Afrique du Sud, ce ne sont pas les Néerlandais, ce sont les Portugais qui faisaient la route des épices jusqu'en Asie et passaient par l'Afrique du Sud, bien évidemment, pour arriver dans l'océan Indien, puis Pacifique. Les Portugais se sont échoués, il y a eu une tempête et un bateau s'est échoué, et ils ont découvert ce territoire très proche en fait du Portugal, enfin de l'Europe du Sud, chaud en été, froid en hiver, et il y avait sur place des habitants semi-nomades qui sont ce qu'on appelle communément les Bushmen, les Khoisan, qui sont ethniquement pas vraiment des Africains subsahariens type Zoulou qui arriveront plus tard. Ils ont ils ont peut-être une appartenance avec des groupes austronésiens ou d'Inde, mélangés sans doute. Ils ont une peau plutôt dorée et un physique assez fin. Donc ces Khoisan rencontrent les Portugais, quelques échanges de flèches, et cetera. Bon, voilà, rien de très important, les Portugais repartent, ils notent cette terre, et après, quand les Portugais sont, on va dire, dépassés par la Compagnie des Indes hollandaise, c'est les Hollandais qui vont commencer à faire un comptoir sur place, parce que c'est une bonne pause à faire avant de continuer vers Java et ainsi de suite. Alors, les Hollandais vont commencer à coloniser cet endroit, enfin, ou plutôt ce sont des religieux, c'est exactement la même histoire, si vous voulez, que l'Amérique du Nord, hein. D'Amérique du Nord, les pèlerins, les premiers pèlerins, ce sont des Anglais qui ont quitté le Royaume-Uni, l'Angleterre, parce que ils se sentaient oppressés dans leur foi, ils étaient à la recherche de liberté. Alors, c'est exactement la même chose ici, ce sont des religieux, des protestants qui vont quitter l'Europe pour s'installer et chercher leur terre promise, exactement comme les Américains. Alors cette terre promise, ils vont la chercher à plusieurs reprises.
Bien évidemment, au début, ils vont s'installer dans le sud, mais très rapidement, les Anglais enfin, d'abord, eux, ils veulent échapper à la domination de la compagnie, hollandaise, néerlandaise des Indes, qui est une compagnie privée, hein, je le répète, je le rappelle plutôt, compagnie privée de commerce des épices et du poivre, qui avait plus de valeur que l'or à l'époque. Et ces pèlerins ne veulent pas être sous cette domination un petit peu, cupide, de cette compagnie qui est là pour gagner beaucoup d'argent. Eux, ils sont dans leur foi, ils cherchent une terre pour s'établir, pour créer des fermes et vivre selon la Bible, qu'ils vénèrent. Donc ils vont commencer à s'éloigner et rentrer dans les terres dans lesquelles ils vont, chercher des endroits où ils peuvent s'établir. Et ça, c'est ce qu'on va appeler le trek. Le trek, c'est des grands déplacements en chariot à bœuf, exactement un peu comme, aux États-Unis. Sauf que là, c'est en Afrique du Sud. Les Afrikaners donc se déplacent, et vont rencontrer, venant, du nord, Zoulous ou les tribus apparentées et là, on parle vraiment là de donc d'Africains, noirs, subsahariens, qui eux se déplacent vers le sud, tandis que eux se déplacent vers le nord. Et il y aura plein d'histoires, hein, je vais pas vous faire tout l'historique, mais il y a plein d'histoires plus ou moins joyeuses, plus ou moins tristes, plus ou moins violentes, des trahisons, etc. Mais les Afrikaners vont établir des républiques, hein, parce qu'ils aiment les républiques, comme le disait Jost, c'est-à-dire ils vont établir plusieurs républiques, dont celle la plus connue, celle du Transvaal, et à un moment donné, les Anglais, vont, prendre possession de l'Afrique du Sud, qui commence à être connue et les Anglais vont, à un moment donné, rassembler tout ce beau monde. Alors les Anglais vont importer en Afrique du Sud des Indiens d'Inde, hein, des coulis d'Inde. Donc il y a une forte, présence, indienne en Afrique du Sud. C'est pour ça que, Gandhi, le fameux Gandhi, l'homme de la paix, en fait, était avocat en Afrique du Sud. Allez voir ma vidéo sur le sujet, c'est très intéressant. Et il est tombé amoureux d'un collègue, parce qu'il était à voile et à vapeur, Gandhi. Il a vécu avec un collègue, avocat aussi, d'origine anglaise et de confession juive. Gandhi, je vous la fais courte, mais c'est intéressant, quand les Afrikaners vont vouloir se séparer des Anglais et reprendre leur liberté, ils vont, se mettre en rébellion contre les Anglais et Gandhi, lui, va aller travailler pour les Anglais, hein, dans l'espoir, d'avoir plus de droits après, puisqu'il aurait bien servi le maître. Voilà qui est monsieur Gandhi, pour ceux qui ne savent pas. Bien évidemment, ça n'a pas fonctionné, hein. Les Anglais, n'en avaient rien à carrer. Alors, les Afrikaners se sont, battus à plusieurs reprises contre les Anglais et ils sont allés de plus en plus loin dans leur trek pour échapper au contrôle britannique. C'est le Grand Trek et c'est, les fameuses guerres d'indépendance contre les Anglais et les Britanniques. Et on va en citer quelques-unes, il y a la 1re où les Afrikaners gagnent, les Anglais sont un peu bousculés, et puis après les Anglais reprennent la main. Surtout suite à la découverte de diamants, d'or, enfin toutes les ressources d'Afrique du Sud, qui est un pays extrêmement riche et là les Anglais ne lâchent plus l'affaire. Ils veulent réannexer les républiques indépendantes, que les, Afrikaners avaient créées pour faire un grand État qu'ils vont appeler Afrique du Sud et qui va, comme souvent c'est le cas dans les colonies, amalgamer, de nombreux pays, de nombreuses tribus, dont les Afrikaners, qui est une tribu africaine, parmi les autres, à ce stade et ils vont créer un État, mais qui est assez fictif, hein, qui va s'appeler l'Afrique du Sud et en 1910, il y aura plus ou moins une indépendance. Avant cela, il y aura une dernière guerre dans laquelle les Afrikaners vont perdre et cette guerre, c'est cette fameuse guerre où, des Français vont venir combattre, hein. J'en parlais de Kersezon, par exemple. Une fois de plus, allez regarder du côté de Bernard Legrand, il a beaucoup de livres sur le sujet et c'est à cette époque-là où les Anglais vont faire, la politique de la terre brûlée. Ils vont créer les premiers camps de concentration. C'est pas les Allemands qui les ont créés, ce sont les Anglais, dans lesquels ils ont
parqué de manière très dure les familles, femmes, enfants, grands-parents, des Afrikaners qui, eux, se battaient dans des commandos. Le mot commando avec un K est un mot afrikaans, c'est-à-dire la langue qui est un petit mélange de néerlandais, il y a quelques mots français, par exemple apartheid, ça veut dire séparer. On parlera de l'apartheid après. Les Anglais, mettent les femmes, les enfants, les grands-parents dans des camps de concentration. Il y a du choléra, il y a des morts, enfin et cetera. C'est assez horrible. Des Français viennent combattre pour liberté, pour cette liberté, c'est cette république. Je rappelle que les Afrikaners, ce ne sont pas du tout des dictateurs, ce sont des républicains qui, veulent tout simplement vivre en démocratie, mais démocratie dans le sens un petit peu grec antique du terme, entre eux, séparés des autres, hein. Ça, il faut le noter. Les Anglais, donnent l'indépendance à l'Afrique du Sud en 1910, mais restent extrêmement présents et notamment avec leur grande compagnie des diamants, hein, que vous connaissez et d'exploitation du sous-sol. La Seconde Guerre mondiale, les Anglais, embrigadent les Afrikaners pour combattre contre l'Axe, alors que les Afrikaners, ils étaient plutôt, proches de l'Axe, on va dire, un petit peu à cette époque-là. Bon, toujours est-il, fin de la guerre et là, une réelle indépendance existe. Il y a des mouvements sociaux qui se passent en Afrique du Sud. Lisez Espace et paix, j'en parle parce que c'est un espace de paix intéressant. Hem, bon là, je vous la fais brièvement, cette partie un petit peu historique, hein. Ils deviennent indépendants et l'apartheid va, être créé. Alors c'est quoi l'apartheid? L'apartheid, c'est une erreur en soi, très bien expliqué par Bernard Legrand une fois de plus. Pourquoi? Tout simplement parce que c'est séparer les blancs des noirs, parce qu'en fait la démographie, la démographie, est la clé pour toute société. Et là, les blancs, hein, les Afrikaners étaient en minorité absolue par rapport aux Africains noirs et pour se protéger, un peu comme en Israël aujourd'hui ou comme aux États-Unis, il y a eu une époque également, quand il y avait la ségrégation pardon, ils ont créé l'apartheid, c'est-à-dire en fait des communautés pour les blancs, des communautés pour les noirs, tout en continuant à employer les noirs dans les mines comme domestiques, des petits travaux et cetera. Et ça, c'est l'erreur principale d'avoir fait ça parce que Heu, vous créez de fait le racisme. C'est-à-dire qu'une minorité, a tous les pouvoirs, contrôle la majorité et en plus l'exploite, hein, il ne faut pas avoir peur de le dire. C'est des petits salaires que vous avez en Afrique du Sud et ça, c'est pas bon, hein, c'est pas bon, bien sûr. Alors ça a créé du racisme, des tensions, puis, l'apartheid a été, arrêté, on va dire, après, une guerre avec l'ANC. L'ANC, c'est, Mandela, qui étaient des communistes, hein, soutenus par l'Algérie communiste, enfin communiste, qui était dans l'axe communiste, hein, socialiste, on va dire. L'Afrique a été un terrain de guerre entre les communistes et les Américains et les Occidentaux, hein, pour faire simple. C'est pour ça que les Russes ont toujours été présents, en Afrique. Israël aussi était du côté de l'apartheid, des Afrikaners à l'époque, mais bon, voilà. Toujours est-il, les élections démocratiques sont forcément gagnées par le plus grand nombre, donc l'ANC prend le pouvoir et l'Afrique du Sud, qui était un pays relativement stable, relativement riche, va sombrer petit à petit dans une pauvreté et une violence qui fait que l'Afrique du Sud est aujourd'hui, sans doute le pays le plus violent au monde. Jost nous expliquait, qu'il y a, je crois, 50 meurtres par jour. Enfin, c'est des chiffres hallucinants. Heu, hem, des personnes comme Julius Mandela chantent tuer les boers, les Boers, tuer les fermiers blancs. Voilà, il y a de fortes tensions en Afrique du Sud, mais c'est pas partout, hein, vous pouvez y aller en Afrique, hein, vers le Cap Town, c'est riche parce que le Cap Town, pourquoi c'est riche? On va aller regarder sur la carte, hein, tout simplement parce que, c'est des villes protégées, hein, c'est des villes protégées. Regardez bien, on va le voir. Ça, c'est Cape Town, donc c'est une grande ville, mais les riches, noirs ou blancs, hein.
vivent dans des systèmes protégés. C'est-à-dire des villes protégées. Il y a des murs, des défenses, vous n'accédez pas comme ça et les noirs, les noirs, les pauvres sont parqués, au-delà de la ville, dans la banlieue bien évidemment, et il y a des vrais bidonvilles, voilà, des quartiers extrêmement pauvres, où vivent, c'est pas celui-là d'ailleurs, ça c'est un petit quartier un petit peu résidentiel, mais il y a des ghettos, hein, où, vivent, voilà, ça par exemple, ça, voilà. Vous voyez, ça c'est des riches, vous voyez? Voilà. Totalement protégés, par, si vous voulez, des systèmes de sécurité, des murs, d'ailleurs on le voit le mur là, très clairement, hein. Voilà, hein, il y a des systèmes non ça c'est le chemin de fer, mais enfin il y a un mur à côté. Voilà, donc ça c'est des villes un petit peu, protégées, dans lesquelles vous avez des systèmes de sécurité, dans lesquelles, on vit en réalité enfermé, hein. On vit enfermé dans sa propre ville. Voilà, et ici vous voyez là, on le voit très bien, vous avez d'un côté, la ville, alors ça c'est pas une ville riche, hein, d'accord? Mais vous avez ici une ville moyenne classe, on va dire, et puis à côté, vous avez le ghetto. Donc ça, c'est les voilà, c'est l'Afrique du Sud. Et c'est un peu comme ça partout, hein, c'est très intéressant de le voir. Là, vous avez des sortes de pareil, de moyenne classe, on va dire, et cetera. Mais, voilà, vous vivez sous tension. Vous vivez sous tension, et vous êtes dans des systèmes protégés, hein, avec des gardes, de la sécurité, et cetera. Les riches, en Afrique du Sud, Jost l'expliquait très bien, en réalité, le modèle n'a pas changé depuis l'apartheid. On a enlevé le nom, mais les riches continuent à, employer les pauvres, la main-d'œuvre pauvre qui est énorme en Afrique du Sud, pour, en gros, aller, faire le ménage, travailler dans la mine, et cetera, et cetera. Et donc tant que vous avez cette tension sociale et en même temps ethnique, parce qu'il y a des ethnies en plus, entre Africains, et bien, vous avez du racisme et le problème ne change pas, hein. Vous êtes toujours dans le même schéma. Dans le même schéma, ce qui veut dire que, si vous avez de l'argent, bah, vous êtes protégé. Vous vivez dans des lotissements quelque peu, protégés par des murs, vous créez des espaces de paix, mais des espaces de paix relativement, artificiels, hein. Voilà un petit peu, Cape Town, et si, vous avez pas d'argent, eh bien, écoutez, vous vivez dans la misère, voilà, et dans l'insalubralité, la misère, la violence, il y a des je sais plus combien de viols il y a, par jour, en Afrique du Sud, mais c'est pareil, c'est tout simplement énorme, c'est énorme. Il y a des vidéos qui circulent sur les sujets, où, on interviewe des violeurs et qui n'ont, que faire des victimes. Ils parlent que d'eux-mêmes, des risques, enfin, c'est hallucinant. Là, on est face à vraiment à des espaces différents, à des normes différentes, entre des gens qui sont, très, très, bas de plafond, peu, éduqués, peu instruits, peut-être aussi, des problèmes de QI, hein, il faut dire les choses, voilà. Alors, j'en reviens à la ville d'Oriana. La ville d'Oriana, c'est dans les années, 50-60, des intellectuels afrikaners décident, enfin, ils comprennent, ils mettent en place un système, ils comprennent que pour, vivre en paix dans un espace, il faut créer une majorité. Il faut être majoritaire, sinon vous êtes toujours une minorité qui peut exploiter les autres, mais le risque, c'est que la majorité, à un moment ou l'autre, se révolte. Ce qui s'est passé, par exemple, avec l'ANC, ce qui s'est passé, enfin, ce qui se passe un peu toujours dans ces cycles de périodes, entre minorité dominante, puis majorité exploitée. La majorité qui devient à son tour dominante, prend le pouvoir à travers souvent une révolution violente, met en place un nouveau système. Ce système va, soumettre l'ancienne minorité, lui-même va devenir une nouvelle minorité qui va commencer à tyranniser le peuple et une nouvelle révolte et ainsi de suite. Hein, c'est un cercle sans fin. Alors ces intellectuels, disent: «Il faut, devenir majoritaire, comment faire?» En Afrique du Sud, on parle clairement des blancs, hein, des descendants des 1ers colons, blancs, je le redis, néerlandais, allemands et français huguenots, protestants. Ils disent: «Mais comment faire pour devenir majoritaire dans un pays, noir?»
où nous sommes totalement minoritaires? Eh bien, la première chose, c'est de s'isoler. Donc c'est de trouver un endroit totalement désertique, où personne ne vit. Où des gens de bonne volonté, vont pouvoir s'établir. Donc ça, c'est, on va dire, Oriana, c'est le dernier trek, donc ils s'installent. C'est en fait, c'est une ville qui existait, mais qui avait été abandonnée. Je pense qu'il y avait des exploitations peut-être minières ou des choses comme ça à l'époque, et cette ville a été totalement abandonnée et elle a été rachetée pour une poignée de pain par ces intellectuels qui avaient créé une communauté, hein, un groupement, et ils commencent à rénover la ville et à s'installer. Et au début, nous disait Jost, il y avait, quelques familles, hein, peut-être 70, 50-70 familles, et ils s'installent. Alors c'est au début, c'est très dur, hein, c'est la misère et cetera, mais bon, c'est des ingénieurs, c'est des intellectuels et cetera. Ils s'en sortent, ils se développent, et ils mettent les fondements de cette ville en place, qui est de dire: «On s'éloigne de la masse, on va dans un endroit isolé, heu dur, à exploiter, hein, c'est pas, paradisiaque, sinon tout le monde viendrait vivre gratos. Eux non, ils cherchent la dureté, et ça c'est tout à fait le cas, voilà, c'est une région semi-désertique qui s'installe, et la ville se développe et commence à prospérer par le travail acharné de ces gens. Et petit à petit, on arrive à aujourd'hui où vivent 3 000 familles, ici, et là, vous voyez, il n'y a pas de mur, il n'y a pas de système de sécurité fou. Pourquoi? Eh bien, tout simplement parce que ces intellectuels avaient compris que pour vivre dans un espace de paix, il faut des normes et il faut, si vous voulez, un équilibre entre social, mais aussi ethnique. On peut le dire, c parfois ça va de pair d'ailleurs. Bon, c'est pas obligatoire, mais il faut un niveau, des normes identiques entre chaque, individu. Et donc, on va pas créer une ville, ici par exemple, et puis se dire: «Bah, pour faire le ménage et balayer les rues, nettoyer les chiottes, et ben, on va importer de la main-d'œuvre pas chère», c'est-à-dire des pauvres noirs, de, Cape Town ou d'ailleurs, de Soweto, pour venir nettoyer, notre merde, pour le dire directement et simplement. Et là, ils ont fait quelque chose de très intéressant. Ils ont dit: «Non, il faut que nous soyons totalement autonomes. On va pas créer des sous-classes qui va créer des tensions, de la jalousie et ainsi de suite. On va tout faire nous-mêmes, et donc ils n'importent pas de main-d'œuvre. La main-d'œuvre, c'est eux-mêmes». Et ça, c'est un grand changement parce que ça a été vraiment l'erreur de l'apartheid qui a créé toute cette tension raciale entre cette minorité blanche ayant tous les pouvoirs, exploitant les «pauvres» entre guillemets, et en plus là, avec des problèmes de différences ethniques. Et ça, Bernard Lugan en avait parlé, dans un de ses livres, que ça a été principalement l'erreur, de l'apartheid, de ce système-là. Donc là, en fait, ils vivent entre eux, mais ils font tout eux-mêmes, d'accord? Ils n'importent pas de la main-d'œuvre pauvre pour travailler à leur place dans les champs. Ils font tout eux-mêmes. C'est une collectivité, et vous voyez, ils ont fait développer de l'agriculture. Là, ils sont en train de construire un aéroport, donc la ville se développe, et l'objectif un petit peu, qu'ils ont en tête, c'est, 50 000, 100 000 habitants, hein. Alors, pour habiter dans cette ville, pour être citoyen de cette ville, qui est une ville semi-autonome, on va dire, hein, ils ont des panneaux solaires, ils ont, voilà, ils sont assez autonomes même au niveau électrique, ils ont des systèmes de stockage d'électricité, ils ont quelques industries, qui tournent même quand il y a des coupures électriques, parce que l'Afrique du Sud, il y a énormément de coupures électriques, l'assainissement, ça fonctionne pas, donc ils font tout eux-mêmes, et ils veulent se développer jusqu'à 100 000, on va dire 100 000 personnes. C'est une petite ville assez importante, hein, moyenne, mais importante, et créer de la richesse. Et pour devenir citoyen de cette ville, il faut être chrétien, on va dire plutôt protestant, hein, mais bon, chrétien, ils ouvrent et ils sont pas non plus totalement fermés. Il faut 2, ça c'est la première condition. Deuxièmement, il faut, parler l'afrikaans couramment, c'est-à-dire leur langue, ce qui fait sens. Et troisièmement, bah, il faut accepter les règles de cette communauté. C'est-à-dire, bah, les 2 premières, la religion et la langue, et puis après les normes et cetera et cetera. Alors,
à proprement parler, c'est pas interdit aux noirs. S'il y a un noir, protestant, qui parle couramment afrikaans, bah, je sais pas trop s'il pourrait aller venir s'installer, peut-être pas si simplement, mais bon, c'est pas du racisme. Je pense que c'est plus ces gens-là sont très religieux, hein. Je rappelle que tous les mouvements, un petit peu, «racistes» entre guillemets qui existent ou qui ont existé ne sont pas souvent chrétiens, hein. Eux, ce sont des chrétiens ouverts. Bon, ils sont quand même un peu fermés, mais ils ne sont pas, je dirais, méchants, en soi ou racistes ou totalement identitaires. Ils veulent juste protéger leur culture. Ils sont quand même, une minorité, et là, ils veulent devenir une majorité dans cet espace de paix. Pour ce faire, bah, ils sont obligés de se protéger et de respecter certaines conditions, hein. Si, voilà. Voyagez à travers le monde et vous comprendrez que, les gens, dans les pays, différentes ethnies, qui y vivent, elles veulent rester majoritaires. Elles veulent vivre, tout simplement vivre, survivre et eux, ils veulent tout simplement survivre et vivre. Donc pour ce faire, voilà les règles, que leurs intellectuels ont trouvées. S'isoler, aller dans un endroit où personne d'autre n'ira, ne viendra, vous spoiler, vous voler et cetera. C'est loin de tout, de devenir une majorité, donc créer des familles, puissantes, des familles à, 5-6 enfants, 8 enfants, 10 enfants, 200 000, 100 000, 200 000 habitants, créer une communauté avec des règles. Alors, il n'y a pas à proprement parler de prison à Orania. En fait, on vous bannit si vous parce que, il y a des idiots partout, hein, même chez les Afrikaners, comme partout ailleurs. Donc, il peut y avoir des vols, des choses, c'est très rare, hein. C'est très sécurisé. Pas à cause du mur, je le redis, parce que à cause des normes que les gens qui vivent ensemble, forment une réelle communauté. Heu et donc en fait, si vous faites une bêtise et cetera ou si ça va pas, bah, on vous retire la citoyenneté, de la ville et sans cette citoyenneté, vous ne pouvez pas travailler et donc vous êtes condamné à partir. Voilà. Alors de temps en temps, il y a sans doute des voleurs qui viennent, des choses comme ça, mais ça reste une ville assez sécurisée dans un pays qui est extrêmement violent, hein, extrêmement violent. L'Afrique du Sud, je le redis, c'est un des pays les plus violents au monde. Donc voilà un petit peu cette idée de ce concept. Alors maintenant, est-ce qu'on peut penser ou dire que c'est, méchant? Est-ce qu'ils sont méchants? Est-ce qu'ils sont racistes, méchants, heu ils veulent pas partager, et cetera? Non, soyons sérieux. Si vous voulez, heu, survivre, dans votre propre culture, vous devez vous défendre. Il existe un système immunitaire pour votre corps. Quand des corps étrangers, pénètrent votre système immunitaire, un virus par exemple, hein, votre corps se met en mode de défense, hein. Il y a toute une réaction en chaîne dans votre corps, dans la biologie, dans la chimie et qui fait que vous ne mourrez pas du moindre premier virus qui arrive, heu et c'est un peu la même chose à l'échelle culturelle. Vous savez, il y a je crois, une langue ou 2 langues, qui disparaissent par mois, hein, sur terre. Il y a des minorités qui disparaissent, des langues sont tout perdues, des cultures disparaissent dans cette mondialisation et il est bon qu'il y ait des réactions de ce type-là. Il est bon que les afrikaners se réunissent dans cette ville ou ailleurs, mais ça c'est un bon exemple, se réunissent, pour faire perdurer leur culture, leur identité, leur langue, leur foi, mais également leur ethnicité. Vous voyez par exemple, en Afrique, vous avez, ce que je cite dans Espace épais, les Homo sapiens, les plus «purs» entre guillemets, se trouvent, je crois en Polynésie, ou en Papouasie plutôt, et parce qu'ils se sont pas mélangés, ils sont restés sur une île, isolés au milieu de nulle part dans l'océan Pacifique et les chercheurs du CNRS,
sont, super, contents de les trouver parce que génétiquement, ce sont les Homo sapiens les moins mélangés sur terre et ça permet de faire de l'histoire, de la recherche génétique et ainsi de suite. Donc c'est important de préserver ces acquis, de préserver ces différences. C'est ce qui fait également la beauté du monde, les différences. Quand vous allez voyager, on peut venir voyager à Oraiana, et ben, vous découvrirez la même culture afrikaners, qu'à ses débuts. Voilà, si vous êtes un ethnologue, vous pourrez aller venir étudier la langue et les mœurs, les coutumes, de ces gens, qui veulent préserver leur mode de vie tout simplement. Alors maintenant, en conclusion, je dirais que, l'Europe aujourd'hui connaît un changement assez violent. Je parle du, entre guillemets, «grand remplacement» ou de la migration, un peu de masse qu'il y a en ce moment. Alors pour l'instant, la France n'est pas sur un point de rupture, l'Angleterre non plus, mais si vous prenez par exemple le cas de Londres, de la ville de Londres, aujourd'hui, il y a plus, entre guillemets, «d'halogènes» que d'indigènes. Heu L'anglais blanc de mon enfance, quand j'allais en Angleterre, parce que mon père est écossais et qu'il avait une entreprise à Londres, donc je suis souvent allé, dans mon enfance. Si j'y retourne aujourd'hui, je pense que je verrai une nette différence. À l'époque, les pauvres qu'il y avait à Londres, c'était les Irlandais en roulotte, hein. Vous savez ces fameux Irlandais en roulotte, Tyson Fury, le grand boxeur, est un Irlandais en roulotte, hein. C'est des Irlandais qui ont quitté l'Irlande à une époque où elle était très pauvre, qui sont devenus, plus ou moins, nomades, un petit peu comme les Roumains, comme des sortes de gitans, hein, vivant dans des roulottes. Voilà, c'est ce qui me faisait peur, moi, quand j'étais jeune, c'était de me faire attaquer, dépouiller par ces gens-là. Aujourd'hui, ça sera plus le cas, ça sera totalement différent. Alors, effectivement, la vie évolue, on change, le monde change, dans 1000 ans, on aura peut-être tous la peau bleue, plus de doigts de pied et je ne sais quoi d'autre, mais le monde évolue dans un temps donné, dans le temps de la nature, le temps, de faire des mutations génétiques, des changements, et cetera, et cetera. Heu, Faire des remplacements, violents, rapides, et cetera, ça déclenche des guerres, hein. On ne sait toujours pas exactement comment Néandertal a disparu. On suppose qu'il y a eu des, préférences sexuelles peut-être, sur les femelles néandertaliennes vis-à-vis d'Homo sapiens, mais il y a également eu des massacres et maintenant on sait que toute cette époque dite, préhistorique, on va dire du allez, le néolithique, la culture, en Europe de l'Ouest et en Afrique du Nord un petit peu et continentale, la culture des mégalithes, où on pensait que c'était une culture assez pacifiste. En réalité non, il y a toujours eu de la violence, de la guerre, des massacres. Ce qui fait la différence avec aujourd'hui, c'est le nombre. C'est-à-dire en fait, nous sommes quand même, assez nombreux sur terre. L'Islande, c'est 300 000 habitants ou 250 000, 300 000 habitants. C'est très vite remplacé, hein, 300 000 Africains subsahariens noirs peuvent arriver en Islande et remplacer toute la population. Ça, c'est tout à fait réaliste. Alors heureusement pour eux, comme pour Oriana ici, ils sont isolés. Si Oriana n'est pas remplacée, parce que je cite Julius Malema, ce monsieur qui fait un parti politique communiste en Afrique du Sud, qui veut tuer tous les blancs, enfin en tout cas il le chante, et a dit récemment, il y a quelques semaines ou un mois, qu'il allait se présenter aux élections de la province où se trouve cette ville, pour gagner et après il irait s'installer dans les maisons des blancs. Voilà. Donc, bien sûr, comme l'Islande, Oriana est isolée, je pense que ça ne va pas se produire, mais voilà, le risque est toujours lorsque vous construisez quelque chose de beau, d'harmonieux, un espace de paix, que l'autre qui veut pas travailler, qui est, moins intelligent ou moins organisé, enfin ce que vous voulez, à un moment donné, s'il est en majorité, il peut très bien venir vous remplacer. C'est-à-dire vous dépouiller, vous voler, vous tuer, prendre vos biens. C'est exactement ce qu'a fait, entre guillemets, Homo sapiens quand il est arrivé en Europe, qui était peuplé de néandertaliens. Les Néandertals, c'était pas des demeurés, non, pas du tout. Ils avaient une grande culture, ils étaient sans doute raffinés, ils ont fait de l'art,
ils enterraient leurs morts. On le sait aujourd'hui, ils avaient peut-être pas une langue aussi développée, ils étaient génétiquement un peu différents. Par exemple, une des raisons également de leur disparition, au-delà du fait du remplacement par Néandertal, c'est que les femelles remplacement par Sapiens, les femelles néandertaliennes allaient également à la guerre, donc elles s'occupaient moins des petits. Et on le sait parce qu'on a des traces de fractures d'os, de traces de combat sur des femelles néandertaliennes, des femmes néandertaliennes. Et ça, c'est une des raisons, parce que Homo sapiens, par exemple, s'organisait très différemment. Les femmes gardaient plus, elles faisaient de la quête, enfin de la cueillette, pardon, assez proche du foyer du clan, et elles s'organisaient, pas toutes, mais à garder les enfants, etc., et à pouvoir faire des enfants. Et c'est exactement ce que font les Homo sapiens qui vivent à Orania. Ces Afrikaners ne veulent pas disparaître, donc ils se sont organisés, ils se sont isolés dans un endroit loin de tout, dans lequel, grâce à leur travail dur, ils ont pu développer, enrichir, ils font des enfants, ils propagent leur culture au sein de leur groupe, et pas avec des protections comme un système immunitaire. Ils se protègent, entre guillemets, alors attention, quand je dis ça, prenez du recul, soyez pas idiots, des virus possibles qui peuvent les atteindre pour les diminuer, les voler, les spolier, les remplacer. Voilà. Et moi, la seule chose en conclusion que je pourrais dire, c'est que si jamais en Europe, en France, Londres a déjà été un peu grand remplacé, hein, il faut être tout à fait sérieux et honnête de le dire. En Écosse, un premier ministre est d'origine pakistanaise, il me semble, musulman. La religion est également importante, hein. En France, pour parler de nous, heu, si vous êtes, des jeunes et que vous voulez un petit peu protéger votre culture, et cetera, bon, il y a bien sûr la religion. En France, nous sommes catholiques et il faut le rester, heu, mais c'est également, de faire des communautés, pas que sur internet, pas des communautés que, virtuelles, mais visez un village, hein, choisissez un village dans une région de France un peu isolée, un village un petit peu abandonné, l'immobilier n'est sans doute pas très cher, et commencez à vous installer avec plusieurs amis, plusieurs familles, et fondez votre Orania. Et dans cet espace, vous créez votre espace de paix. Vous commencerez à le développer, à l'enrichir, etc., etc. Et ensuite, devenez maire, devenez des élus locaux, prenez le pouvoir, parce qu'à Oriana, c'est pareil. Et tous les élus locaux sont des Afrikaners. Prenez le pouvoir, devenez maire de cette petite ville. Une fois que vous serez en majorité, ben, vous élirez l'un de vous. Et ensuite, eh ben, vous attaquez le village d'à côté et vous créez une communauté. Et après, vous créerez une petite région communautaire. Mais il faut aller dans le réel. Prenez exemple sur Orania. C'est extrêmement intéressant, je le redis, cette ville n'a pas été créée hier. C'est une ville qui a été conceptualisée dans les années 50-60 et qui a été mise en place ensuite au début des années 80, il me semble. Et ensuite qui s'est développée dans les années 2000 réellement. Vous voyez, bon, ça a pris un certain temps, mais on peut prendre l'exemple. Trouver un village un petit peu isolé en France, commencer à acheter du bien immobilier pas cher, parce que ça coûte pas cher en ce moment, c'est isolé, et élisez soit devenez majoritaire, vous mettez en place le maire. Ensuite, vous passez à l'échelon supérieur et ainsi de suite. Et là, vous créerez un espace de paix. Vous créerez votre espace de paix dans lequel vous pourrez vivre. Voilà, mes amis. À bon entendeur, salut.